La rupture amoureuse est un véritable deuil amoureux. Alors je sais, ça paraît dramatique comme ça, mais c'est véritablement le cas. Lorsqu'on finit de se séparer avec quelqu'un, ou lorsque c'est tout simplement une histoire qui se termine, ou un amour qui se termine pour X ou Y raison, c'est une véritable mort. D'accord? C'est une véritable mort en ce sens où c'est littéralement en fait la mort d'une relation. C'est la mort de la relation, c'est la mort en fait de l'amour que vous aviez pour cette personne et c'est tout simplement parfois aussi la mort de peut-être plusieurs années que vous avez passées avec une personne. Ok. Donc bref. Peu importe le nombre d'années avec laquelle vous avez, euh, le nombre d'années, eh bien, où vous avez une relation avec cette personne ou l'intensité de la relation, il y avait quelque chose avec quelqu'un, vous avez ressenti des choses, d'accord, des émotions qui sont fortes en général, et bien du jour au lendemain, ça s'est terminé et maintenant c'est fini. Et donc, je veux que vous sachiez, d'accord, je veux que tu saches, on va commencer par se tutoyer, que la rupture amoureuse, c'est un véritable deuil. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu sais, quand tu aimes quelqu'un, quand tu t'attaches à quelqu'un, quand tu vis quelque chose avec quelqu'un, parfois aussi tu passes plusieurs années avec cette personne, etc. Et bien forcément, des émotions se développent, d'accord? Un attachement se développe, plusieurs attachements, etc. se développent. Et donc forcément, plus le temps passe, plus ces émotions sont fortes, plus ces émotions sont ancrées et plus cet attachement également est fort et ancré, d'accord? Et donc forcément, comme tu as mis en fait du temps, ou du moins il y a eu des émotions et un attachement qui s'est ancré avec le temps, et bien forcément, lorsque ça se termine, eh bien, il va falloir passer par un processus. Il va falloir également un certain temps avant de pouvoir s'en remettre et avant de pouvoir faire le deuil de la relation et pouvoir passer à autre chose. Et du coup, la rupture amoureuse, c'est très difficile parce que euh, il y a plusieurs étapes, d'accord, dans un deuil amoureux. C'est pas genre tu rencontres quelqu'un, tu aimes quelqu'un, ça se finit et puis du lendemain au revoir. Non. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, tu t'es attaché à cette personne, tu as aimé cette personne, etc. Et donc forcément, tu as en fait tissé un attachement, des liens, etc. avec cette personne. Et le processus de la rupture amoureuse, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, ça va consister en un processus qui, en plusieurs étapes, va tout simplement être le fait de réussir à détisser cet attachement et ce lien que tu as réussi à nouer avec cette personne et toutes ces émotions qui ont été eh bien, ancrées très profondément en toi. Ok, j'arrive pas à parler aujourd'hui, ça s'annonce très bien. Et bon, c'est pas la première vidéo, on va être super indulgent avec nous-mêmes. Ok, donc pour traiter ce sujet, j'ai fait des recherches, ok, et je me suis aidée de plusieurs ressources. Je me suis aidée de 3 ressources. Premièrement, le livre qui est un livre qui est en Death and Dying, il me semble, de Elizabeth Kubler-Ross, qui est en fait une psychiatre américaine qui a baigné pendant plusieurs années dans le milieu hospitalier américain. Et particulièrement, en fait, elle a passé de très nombreuses années au niveau du service des personnes qui étaient mourantes, c'est-à-dire des personnes à qui on a annoncé une maladie incurable ou alors une mort qui était inévitable. Et pendant en fait ces plusieurs années, elle a passé du temps à tout simplement réussir à analyser ce qu'est le deuil, c'est-à-dire le processus du deuil chez l'être humain, que ça soit en fait au niveau des patients qui savaient qu'ils allaient mourir en fait, voilà tout simplement, ou de leur famille, d'accord, la famille de ces patients-là, d'accord. Et donc, du coup, ce livre, il a été super important et je me devais en fait de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un petit peu, si tu veux, le modèle de référence en termes de deuil amoureux ou du moins du processus du deuil parce que, comme j'ai dit, en fait, on rapproche le deuil amoureux du deuil normal, c'est-à-dire que voilà, quand tu perds un amoureux, quand tu perds en fait quelqu'un que tu as aimé, c'est équivalent à à la perte véritablement physique, genre la vraie mort en fait d'une personne que tu as aimée. C'est juste que dans un cas, la personne elle est encore vivante et dans l'autre cas, la personne elle est morte. Ok. Et donc du coup, en fait, ce livre, c'est un petit peu un livre de référence parce que, eh bien, c'est tout simplement le livre dans lequel Elisabeth Kubler-Ross, elle détaille en fait les 5 étapes du deuil, d'accord, par lesquelles l'être humain passe lorsque, eh bien, il doit accepter son propre deuil, c'est-à-dire que là, dans le cas des patients à qui on avait annoncé une maladie incurable, eh bien, ils doivent accepter leur propre deuil ou le deuil de personnes qui ont perdu justement un proche, etc. D'accord?
Et donc du coup, connaître ces étapes-là, c'est essentiel parce que ça va réussir en fait à te permettre à comprendre ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de vivre, et ça va te permettre en fait de mettre des mots sur tout simplement ce que tu es en train de vivre et de traverser, d'accord? Donc du coup en fait Elisabeth Kubler-Ross, c'est vraiment elle qui a fait, si tu veux, l'ouvrage, le livre de référence sur le deuil, d'accord? Mais sauf que dans ce livre en fait, c'est vraiment, ça s'applique vraiment, si tu veux, au deuil de la mort littérale de quelqu'un, d'accord? Mais on peut appliquer ça également au deuil amoureux, d'accord? Mais justement, le deuil amoureux, lui en particulier, parce que c'est pas la même chose que le véritable deuil de la mort physique de quelqu'un, lui, en fait, si tu veux, il se compose de 8 étapes, d'accord? De 8 étapes, dont les 5 grandes étapes du deuil classique d'Elisabeth Kubler-Ross, ok? Ne t'inquiète, tu vas comprendre. T'inquiète, tu vas comprendre. Et à côté de ça, j'ai également lu le livre La rupture amoureuse de Marcel Bernier, qui est en fait un livre exceptionnel, vraiment, il est superbe, surtout quand toi, tu es véritablement dans un cas, tu vois, où par exemple, tu t'es vraiment séparé de quelqu'un, ou, je sais pas, malheureusement, parfois, t'as envie peut-être de te séparer de quelqu'un, mais t'arrives pas à savoir comment le faire, comment le dire, etc. Enfin bref, c'est très compliqué. Ou peut-être quelqu'un t'a quitté et c'est très difficile, mais bref. C'est vraiment pour moi un livre et un manuel de référence. Si par exemple, exactement, j'avais une pote qui me disait ouais Sarah, je me suis fait quitter, ou ouais Sarah, j'ai envie de quitter mon mec, ou ouais Sarah, bref, une rupture amoureuse, je lui dirais écoute, lis ce livre, parce que dans cette... c'est vraiment en fait ton cas de figure, tu vois. Et donc ce livre est génial. Et donc du coup voilà. Et à côté de ça, je me suis également reposée sur des nombreux articles que j'ai trouvés sur internet, voilà, de différents psychologues, coach, love coach, tout ça, tu vois, bref, de personnes qui parlent du deuil amoureux, ok? Donc bref, j'ai fait énormément de recherches pour traiter ce sujet, et aujourd'hui je te propose de tout simplement t'asseoir, prendre un thé, prendre un café, prendre des chips, prendre des gâteaux, bref, t'installer confortablement, tranquille, on est à la maison, on est entre nous, et je vais t'expliquer tout simplement les différentes étapes du deuil par lesquelles tu es en train de passer, ou que tu vas passer, enfin bref, que tu es en train de passer, que tu vas vivre ou que tu vis actuellement et qui sont très difficiles. Et donc du coup, mon intention avec ça, c'est vraiment de réussir à te donner des mots, à te donner vraiment de la clarté oui, de la clarté tout simplement sur ce que tu es en train de vivre pour réussir à comprendre et tout simplement être aidé. Franchement, ça va être une béquille qui va vraiment t'aider et qui va être géniale. Ok, je pense qu'on a fini l'introduction. Écoutez, là on a 7 minutes 55. Ici, it's deep, okay? Here, it's deep shit, okay? I'm a Scorpio, honey, okay? Which means that I'm an intense person. I take shit deeply, okay? So when we do shit, honey, we do shit deeply, okay? Anyway. Donc bref, on va faire un petit sujet, on va se passer quelques temps ensemble. Je sais pas vraiment la durée de la vidéo, mais voilà, on va réussir à le faire, ok? Donc si t'es prêt, si t'es prête, c'est parti. La première étape du deuil, c'est ce qu'on appelle le choc émotionnel. C'est tout simplement quand on a pris conscience que la relation s'était finie, ou du moins voilà, notre partenaire, etc., nous quitte, ou tout simplement, bref, c'est le haut là, ok, c'est la fin de la relation. Et tout simplement, ça va paraître fou et bizarre comme ça, mais la première réaction, c'est tout simplement d'avoir aucune réaction. C'est-à-dire que après avoir réalisé que la relation était terminée, ou après qu'on nous ait dit que la relation était terminée, eh bien c'est tout simplement en fait un état de choc. C'est-à-dire que le choc est tel, l'ampleur de la douleur est telle que, avant même de la ressentir, avant même de savoir véritablement ce qu'elle va nous faire ressentir, en fait on le sait déjà, si tu veux. Et donc la première réaction, ça va être d'avoir en fait ce choc émotionnel qui en fait est un mécanisme de défense, d'accord, dans lequel en fait tu vas tout simplement te couper de tes émotions. Par exemple, tu vois, en général, on a par exemple souvent des proches qui se sont fait quitter, ou tout simplement qui traversent une rupture, que ça soit leur initiative ou l'initiative de la personne avec qui elles étaient, et tu les vois genre ils sont là, ils se sentent bien, ils arrivent à réussir à gérer leur travail, ils sont pas dévastés, ils vont bien, ils ont l'air d'avoir le moral, etc. Tu te dis mais attends, mais c'est pas possible, tu viens de te faire quitter, etc. Il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait tout simplement ce qui se passe, c'est que ces personnes là en fait, et même toi peut-être sûrement, eh bien, elles gèlent leurs émotions. C'est-à-dire qu'elles gèlent exactement tout ce qu'elles ressentent. Elles se coupent de leurs émotions parce qu'elles savent que
leurs émotions là, si genre elles les ressentent, ça va être un truc de ouf. C'est-à-dire que ça va être un raz-de-marée, d'accord? Admettons par exemple que tu as passé en plus plusieurs années avec la personne, ou que cette personne véritablement tu l'as aimée de ouf, mais vraiment un truc de ouf, tu vois. Et ben tu peux pas te permettre si tu veux de pouvoir ressentir le choc de le choc, la douleur et les émotions en fait que cette fin en fait va te faire ressentir, parce que tout simplement voilà, on est des adultes, voilà tout simplement nous sommes des adultes et voilà, on a différentes responsabilités, c'est-à-dire qu'on doit aller au taf, on doit aller à l'école, on doit par exemple s'occuper de nos enfants, etc. Enfin bref, les différentes responsabilités qu'on a. Et donc du coup, en fait, on ne peut pas se permettre de s'écrouler, tu vois. On ne peut pas se permettre de s'effondrer. Et le choc émotionnel, c'est un mécanisme en fait de survie de notre esprit, de notre corps, en fait, de notre être, de tout simplement se couper de nos émotions, de s'empêcher en fait de ressentir toute émotion par rapport à ça, parce que justement, on sait que si on le fait, si on ressent ces émotions, ça va être un raz-de-marée, on va être dévasté, d'accord? Donc, le choc émotionnel, quelque part, c'est positif en ce sens où ça nous permet en fait de réussir, tu vois, à gérer nos responsabilités. Si par exemple t'es maman ou si t'es papa et que t'as, admettons, je sais pas, tu vois, voilà, des enfants dont tu dois t'occuper, tu peux pas te permettre de t'effondrer. Par exemple, hier, je regardais Grey's Anatomy et Meredith Grey, je crois, Meredith, elle s'embrouillait avec la sœur de Derek. Et la sœur de Derek, elle lui disait, ouais, je sais pas quoi, je t'en veux, je sais pas quoi. Et elle a dit, Meredith, elle a dit, oui, mais moi j'ai perdu mon mari, mais sauf que je peux pas me permettre de m'effondrer, tu vois, de break down, de break apart, de tear apart, tu vois, de break apart, tout simplement parce que j'ai des enfants, tu vois. Donc, je peux pas du jour au lendemain me dire, je reste dans mon lit et je fais rien. Et je reste pleurer. Non, faut que j'aille au travail pour faire de l'argent, faut que je prépare le dîner de mes enfants, faut que je les réveille le matin, faut que faut que je les douche, je les habille, faut que je leur donne le déjeuner, faut que je les amène à l'école, faut que j'aille au travail pour gagner de l'argent, faut que j'aille les récupérer ensuite le soir, faut que je leur fasse leur bain, faut que je leur fasse leurs devoirs, faut que je leur fasse à manger, enfin bref, ils peuvent pas en fait, elle peut pas en fait se permettre, tu vois, les parents ne peuvent pas se permettre du jour au lendemain de pouvoir tomber par terre parce que tout repose sur eux, tu vois. Et c'est le cas par exemple quand tu également je sais pas, peut-être que t'es pas un parent mais tu as une entreprise ou tout simplement tu es indépendant, enfin bref, tu es un adulte, il n'y a pas besoin d'avoir d'excuses. Tu es un adulte, que tu sois étudiant, que tu sois étudiante, que tu sois un chef d'entreprise, une chef d'entreprise ou peu importe, tu as des responsabilités, on a des responsabilités, d'accord? Tu peux même être une lycéenne ou une collégienne, on a tous des choses dont on doit s'occuper, que ce soit nos cours, que ce soit notre travail, etc. Et donc même si on a aimé cette personne, en fait le choc de cette relation, le choc de cette rupture, on ne peut pas en fait se permettre de le ressentir parce que tout simplement sinon on va s'effondrer, on va s'écrouler par terre. Mais sauf qu'on ne peut pas se permettre de s'écrouler par terre parce que si on ne va pas au travail, à la fin du mois il n'y a pas d'argent. On ne paye pas le loyer, on ne paye pas les courses, c'est la guerre. Tu vois, c'est pas possible. Donc bref, je ne vais pas commencer à redonner plus d'exemples que ça, mais voilà, la première étape en fait c'est tout simplement le choc émotionnel. C'est toi qui vas t'empêcher en fait de ressentir les émotions que tu ressens parce que tout simplement tu sais que si tu les ressens ça va être trop, ça va être un truc de ouf, ça va être un véritable choc et tu vas être dévasté par l'ampleur de la douleur. D'accord, donc la première réaction, ne sois pas étonné de dire attends mais en général moi je suis quelqu'un de sensible, je suis quelqu'un d'émotionnel, je suis pas quelqu'un qui du tout refoule mes émotions, mais si tu en as besoin, si tu refoules tes émotions, si tu restes dans la logique, si tu restes dans le rationnel et que tu te détaches de tes émotions, de tes émotions le plus possible, c'est parce que tu sais que tu dois survivre tout simplement. Cette personne tu l'as aimée, tu l'aimes du plus profond de ton cœur, que ça soit fini, ça te dévaste, t'es au bout du rouleau, t'es pas bien, t'es terrassé, mais si tu t'effondres, t'es mort ou t'es morte, tu vois, parce que tout repose sur toi. Donc bref, c'est quelque part toi qui n'as pas le droit de tomber par terre parce que sinon tu meurs, tout simplement, ok? Je sais, ça paraît très dramatique comme ça, mais c'est la vérité, ok? Donc ça, c'est la première étape. Et c'est positif en ce sens où, comme l'auteur le dit, c'est bien parce que parfois aussi ça nous permet de réussir à prendre soin de nos responsabilités. Donc par exemple, si tu as un parent, réussir à te dire ok d'accord, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir me garder les enfants quelques temps. Moi par exemple, je vais prendre un week-end, je vais prendre une semaine, etc. Le temps de me retrouver, le temps de vraiment pouvoir m'effondrer, mais il faut que j'arrive à faire en sorte que toutes mes affaires soient bien en ordre avant de pouvoir le faire. Donc quelque part, c'est quelque chose qui est utile, d'accord?
parce que ça te permet voilà, de gérer tout ce que tu as à faire. Mais il y a un autre auteur que l'auteur Marcel Bernier a cité, qui est Montbourquette. Voilà, je vais mettre ce qu'il a dit, tout simplement, qui dit que, d'accord, même si c'est un mécanisme de survie, c'est bien, mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention, parce que si tu ne fais pas attention et que tu restes trop dans ce mode de choc émotionnel, et que tu restes dans le déni de tes émotions, et vraiment dans le fait de rationaliser tes émotions et te couper de tes émotions, et ben en fait là ce que tu es en train de faire, c'est que tu te protèges de la douleur, parce que c'est ça, hein, le choc émotionnel, c'est toi qui te protèges de la douleur. Et bien certes ça va te protéger, mais également ça va t'empêcher de pouvoir passer les différentes étapes du deuil et d'avancer à l'étape suivante pour pouvoir guérir. Et si tu restes dans ça, tu vas te faire souffrir, tu vas avoir l'impression d'être une espèce de robot. Et crois-moi, c'est pas du tout ce que tu veux. Parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est vraiment prendre une décision qui, peut-être dans 5 ans, 10 ans, voire peut-être plus, va te ramener en thérapie, tu vois. Donc bref, peu importe ce que tu es en train de traverser, ok, le choc émotionnel, c'est bien, ça te protège, mais tu prends ma main. Toi et moi, on est ensemble, on va passer aux différentes étapes. On reste pas dans ça, que dans ça. Parce qu'on a besoin de faire notre deuil. Je sais que c'est dur, je sais que ça fait peur, je sais que c'est difficile, je sais que c'est un raz-de-marée qui te fait extrêmement peur, mais toi et moi, on va être ensemble, prends ma main, tu vois, prends mes mains, tu vois, et on va les traverser ensemble, tu vois, mais tu dois sortir de cette première étape-là et tu dois ressentir le reste de tes émotions, le reste des différentes étapes, ressentir le reste de tes émotions pour pouvoir passer à autre chose. Ah, voilà, ok. La deuxième étape du deuil, c'est ce qu'on appelle le déni. C'est-à-dire, c'est toi qui vas tout simplement, en fait, refuser de voir la réalité en face, et qui va tout simplement refuser de pouvoir quelque part ressentir la douleur de la faim, parce que justement, ça te fait beaucoup trop mal. Et donc, du coup, en fait, dans le déni, c'est toi qui vas refuser tout simplement de voir la réalité en face et d'accepter que, par exemple, il ou elle t'a quitté, ou d'accepter que il ou elle ne t'aime pas en retour. Enfin bref, c'est accepter que tout simplement la relation se finit tout simplement, d'accord. Alors attendez 2 minutes, au niveau du cadrage là, on n'est pas bien. 2 secondes. Ok, attendez. Hop là, tac tac tac, ouhou. Ok, on est mieux. Hein. Ouais, désolé. Bref, dans le déni, c'est toi qui refuses de voir la réalité en face, c'est toi qui refuses de tout simplement accepter que c'est tout simplement terminé. Pourquoi? Parce que ça te fait beaucoup trop mal, d'accord? Et donc du coup, le déni, pour la énième fois, ça consiste au fait de refuser refuser la réalité de la fin de la relation. Et c'est tout simplement toi qui vas t'attacher au moindre espoir que la relation n'est pas terminée. Et donc, par exemple, le déni, en quoi est-ce que ça va prendre, sous quelle forme ça va prendre? C'est par exemple, ça va prendre plusieurs formes. Par exemple, il y a des gens, comme le dit l'auteur, qui tout simplement refusent la relation. Ils disent non, non, c'est faux, oui, bon, là, il est en train de péter un câble, ou là, elle est en train de péter un câble, mais il va revenir, elle va revenir, on va se remettre ensemble, ça va mieux se passer, t'inquiète, tout va bien se passer. Ou tout simplement, il y a des gens qui sont un peu plus qui sont un peu plus véhéments et qui disent non, c'est pas fini, rien à foutre. Elle peut me quitter, elle peut faire ce qu'elle veut, c'est pas fini. Voilà. Elle a à moi et c'est pas fini. C'est pas fini, tu vois. Bref, parfois il y a des gens qui sont comme ça, tu vois, bref. Ou tout simplement, c'est des gens qui malheureusement sont peut-être moins violents, moins dans, tu vois, moins dans dans la véhémence et tout, mais c'est par exemple des gens qui vont se résoudre à des méthodes un petit peu, si tu veux, désespérées ou de désespoir, parce que par exemple, c'est des gens qui vont appeler des médiums et qui vont dire oui, Vanessa, elle m'a quitté. Écoutez, elle est née le 13 octobre 1991 à Fontenay-aux-Roses. Est-ce qu'elle va revenir ou pas? Et donc forcément après ils sont en proie à des charlatans qui leur tirent les cartes, ou qui leur font d'autres trucs et tout simplement pour leur dire non, vous inquiétez pas, elle va revenir, etc. Et malheureusement, c'est des gens qui restent coincés dans le désespoir, dans l'attente qu'elle va revenir, etc. Bref. Par exemple, l'auteur Elisabeth Kubler-Ross, dans le livre en fait qu'elle a fait sur On Death and Dying, On Death and Dying, et bien tout simplement, elle donne l'exemple de patients à qui on a annoncé une maladie incurable, et par exemple on leur a dit voilà vos résultats, ils sont très mauvais, voilà vous avez cette maladie par exemple.
Et ben en fait, par exemple, elle a donné l'exemple d'une patiente qui a refusé tout simplement les résultats médicaux et qui a dit non, non, mais écoutez, les résultats ils sont venus un petit peu rapidement. Je pense que l'hôpital s'est trompé, ils ont dû se confondre avec une autre patiente. Je vais refaire un autre IRM, je vais aller voir un autre hôpital ou un autre médecin. Voilà, c'est pas possible, quoi, c'est faux. Et donc du coup, c'est genre le genre de patiente c'est la patiente en fait, ou le genre de patients qui vont aller voir docteur après docteur après docteur après docteur, etc. Jusqu'à ce qu'ils trouvent un docteur qui va leur dire ce qu'ils veulent entendre, c'est-à-dire une once d'espoir, c'est-à-dire un dernier espoir, c'est-à-dire oui, oui, bah écoutez, oui, d'accord, alors certes, il y a ces résultats-là, mais effectivement, on peut peut-être essayer cette opération-là, ou peut-être avec cette alimentation-là, bref, 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 quelque chose en fait qui va leur donner espoir. Et en fait, dans l'étape du déni, c'est tout simplement toi qui ne peux pas accepter que ça soit terminé. Dans l'état de choc, si tu veux, tu refusais toute émotion. Là, dans le déni, tu ressens pas encore tes émotions, mais en fait tu as commencé à conscientiser, ah ok, d'accord, c'est fini, mais tu l'acceptes pas. Tu vois, c'est genre, tu commences en fait à en prendre conscience, mais quoi qu'il arrive, tu refuses en fait de voir la réalité en face. D'accord? Et donc voilà, tout simplement, le déni, c'est toi qui vas refuser de voir la réalité en face et qui va t'accrocher au moindre espoir pour savoir ou croire que la relation, l'amour n'est pas fini. D'accord? Et c'est une étape qui est assez... et en fait, si tu veux, il ne faut pas t'en vouloir parce que c'est tout à fait normal, d'accord? C'est un mécanisme de survie, d'accord? C'est-à-dire que, par exemple, les auteurs, que ce soit Elisabeth Kubler-Ross ou que ce soit Marcel Bernier, ou les différents autres experts, ils disent en fait que tout simplement le déni c'est également un mécanisme de survie en ce sens où c'est ce qui permet en fait, c'est ce qui est, pardon, si vous entendez mon ventre gargouiller, j'ai faim, ok, désolé. Bref, c'est tout simplement ce qui permet en fait le déni. Le déni, si tu veux, en fait, c'est un amortisseur, d'accord? C'est un amortisseur. C'est un amortisseur naturel de notre psyché qui va tout simplement en fait réussir à être là pour amortir la douleur. D'accord? Tu as passé 40 ans avec une personne où tu l'as aimé du profond de ton cœur, même si vous n'avez pas une relation extrêmement sérieuse et tout, enfin bref, tu l'as aimé. C'est normal que la douleur elle te dévaste et qu'elle te fasse mal. Et ben en fait tout simplement le déni c'est ce qui te permet en fait d'avoir un amortisseur qui dit non 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 c'est faux. C'est comme si en fait par exemple la fin de la douleur c'était comme un espèce de projectile, une espèce de balle et en fait le déni c'est ce qui te permet d'amortir en fait. Là c'est par exemple allons, on va dire je sais pas tu vois on va dire je sais pas, imagine quelque chose là, tu vois, on va dire mon visage c'est moi, ok. Là c'est la fin, la rupture et tout, la douleur. Et là c'est le déni. Et ben tout simplement la douleur elle vient, d'accord, c'est terminé. Et ben le déni c'est ce qui permet, toi qui refuses en fait que ça soit terminé, et c'est ce qui permet en fait d'amortir la douleur et d'amortir tout simplement la douleur que tu ressens, d'accord. Et il faut pas t'en vouloir, tout le monde le fait, tout le monde passe par là. Et c'est juste une question ensuite d'essayer quand même de l'accepter le plus vite possible et de tout doucement se laisser sortir du déni. Parce que si tu restes dans le déni trop longtemps, je pense que pour des raisons assez évidentes, euh, bah c'est très mauvais. C'est-à-dire que toi, tu vas rester à espérer qu'il va revenir ou qu'elle va revenir ou que c'est pas fini, pendant qu'elle elle est en train de se guérir, il est en train de se guérir. Et dans quelques temps, il va réussir à passer à autre chose, il va réussir à aller mieux, à s'en remettre. Et il ou elle va refaire sa vie en général ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Donc je t'en supplie, si tu es dans cette phase ou si voilà, tu sais que tu es dans cette phase et tout, c'est toi qui es en train d'essayer de limiter la casse, toi qui es en train d'essayer de te protéger contre la douleur et il n'y a pas de souci. Mais tout doucement, ma chérie ou mon chéri, il va falloir que tu acceptes tout doucement la réalité parce que ça va faire mal, mais tu en as besoin, tu vois. Tu dois te réveiller, tu dois revenir à la réalité, tu dois rouvrir les yeux, tu dois remettre les pieds sur terre. Ok, tu m'en veux pas? Ok. Passons à l'étape suivante. La troisième étape, c'est tout simplement le sevrage. Alors, le sevrage, qu'est-ce que c'est? Le sevrage, c'est tout simplement toi qui est tout simplement en période de manque. C'est-à-dire que, voilà, il ou elle t'a dit que c'est terminé, tu t'es coupé tes émotions parce que tu savais que ça allait être un truc de ouf si tu allais le ressentir. T'étais dans le déni parce que tu refusais d'accepter la réalité en face. Et là maintenant, je crois que tu as un petit peu pris conscience que ça y est, c'est terminé.
Et maintenant, tu prends conscience que bah, cette personne te manque. Et en fait, si tu veux, l'étape du sevrage, c'est toi qui prends conscience quelque part que ça y est, c'est fini, ou du moins tu commences à en prendre conscience. Et ce qui se passe, c'est que bah, tout simplement, tu es en panique, tu es chamboulé, t'en peux plus. Parce que tu as l'impression que tu peux pas vivre, tu peux plus vivre sans cette personne. Les auteurs, en fait, par exemple, tout simplement, Marcel Bernier, il a dit que euh, quand tu te sépares de quelqu'un, surtout quand tu as passé un certain temps avec, et que du jour au lendemain que c'est fini et que c'est terminé, bah, en fait, les gens, ils ont l'impression, t'as l'impression en fait de perdre un membre de toi-même. C'est-à-dire que littéralement, pour décrire la sensation lorsque tu perds quelqu'un que tu aimes, que tu as aimé, et surtout avec qui tu as passé du temps, eh ben, ils utilisent l'allégorie, si tu veux, de quelqu'un dont on a amputé un membre. Et c'est véritablement ça, en fait, ce que tu ressens quand tu perds quelqu'un et quand tu te sépares de quelqu'un. Et donc, du coup, forcément, la troisième étape du sevrage, c'est toi qui en manques. T'en peux plus. Tu dis non mais c'est pas possible. Je l'aime, il m'aime, ça fait 40 ans, ça fait 10 ans, 2 ans, 3 ans, 5 ans qu'on est ensemble. Maintenant j'ai l'habitude de passer du temps avec lui, avec elle. J'ai l'habitude, tu vois, de rentrer à la maison et de le retrouver, de passer la soirée dans ses bras, de regarder un des films, de passer du temps avec cette personne. Je peux pas, en fait, elle fait partie de moi, je l'ai dans la peau, enfin, je l'aime, enfin, pourquoi? Et pourquoi en fait c'est extrêmement difficile? C'est parce que justement, comme le dit l'auteur Marcel Bernier, c'est tout simplement que au fur et à mesure du temps, tu as développé des habitudes en fait. Non, c'est même pas Marcel Bernier qui le dit, une autre experte qui le dit. Et en fait, elle dit tout simplement que la phase du sevrage c'est difficile, mais de toute façon, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je parle. Je vous ai tout mis là en fait. Bref, je sais pas. Bref, l'auteur en fait, comme elle le dit. L'experte là, elle le dit en fait que vous avez développé des habitudes, d'accord. La relation, la personne en fait, elle a comblé des besoins, elle a comblé des manques, elle a comblé des besoins que vous aviez quand elle était là. D'accord. Elle a comblé votre besoin d'affection, elle a comblé votre besoin de sécurité, elle a comblé votre besoin de soutien émotionnel, de support émotionnel, psychologique, etc. Même des besoins sexuels et tout. Enfin bref, cette personne, c'était quelque part pas votre pilier, mais quelque part si, en ce sens où c'était votre repère. C'était la personne que vous aimez, que vous aimiez, avec qui vous avez passé autant de temps. C'est la personne avec qui, voilà, après avoir fini le travail, vous rentrez à la maison, vous la retrouvez, vous l'embrassez, vous la retrouvez, vous dînez ensemble, après vous passez la soirée dans les bras l'un de l'autre, vous dormez ensemble, enfin bref, c'est toute une habitude en fait, et il y a une accoutumance. Et même si vous n'êtes pas dans une relation, même si vous n'étiez pas dans une grande relation avec la personne, et que vous viviez pas avec, articule... Alors, ok, ok, ok. C'est très cringe, mais vas-y, tu vois. Bref, vous aviez en fait passé du temps avec cette personne, et même si vous ne viviez pas avec cette personne, eh ben, vous avez pris l'habitude, tu vois. Tu as pris l'habitude de lui envoyer des messages, tu as pris l'habitude de l'appeler, tu as pris l'habitude de faire des FaceTime, enfin bref, vous avez pris l'habitude de quelque chose. Et donc là, forcément, la phase du sevrage, c'est oh, putain, c'est fini, genre c'est fini, mais surtout ce qui est choquant, ce qui est dur, c'est il est plus là, ou elle est plus là. Maintenant, je peux plus l'appeler, je peux plus lui envoyer des messages, je peux plus aller voir ses réseaux sociaux. Si je fais les choses bien et que j'ai écouté Sarah parce que j'ai compris qu'il fallait que je prenne de la distance, n'est-ce pas? Ok. Euh, je peux plus aller voir ses réseaux sociaux, je peux plus la prendre dans mes bras, je peux plus l'embrasser, je peux plus passer du temps avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je peux pas l'appeler. Et là, et littéralement, c'est ça en fait, c'est de la drogue, parce que la vérité, c'est ça. L'amour, c'est une drogue, d'accord? Faut pas mentir, l'amour, c'est comme une drogue. Et vous avez pris l'habitude. Et là, du jour au lendemain, vous êtes en panique, vous êtes pas bien, vous êtes choqué et tout, parce que boum, la rupture, ça a été un coup sec, c'est la mort, c'est fini, c'est la rupture, littéralement la rupture, hein, et on a chamboulé toutes vos habitudes, on vous a appris qui vous connaissiez, qui vous aimiez, qui était votre père pendant un certain temps, etc. Et même si vous ne viviez pas avec, vous avez pris l'habitude d'aller voir ses réseaux sociaux, de regarder ce qu'elle fait, de l'appeler, d'envoyer des messages, de passer du temps avec elle, d'avoir un contact physique, etc. Enfin bref, vous avez passé énormément de temps avec cette personne dans votre cœur, ok, et physiquement, etc. Bref. Et donc du coup,
la phase du sevrage, c'est très compliqué parce que du jour au lendemain, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, ok? Et comme l'auteur là l'a dit, la phase de sevrage, c'est très compliqué à vivre parce que c'est littéralement comme un drogué qui est en phase de sevrage, d'accord? Ou un alcoolique qui est en phase de désintoxication de son addiction à l'alcool ou de n'importe quelle autre addiction. Et vous n'êtes pas bien, c'est-à-dire vous avez l'habitude, vous n'êtes pas bien, vous êtes en transe, vous êtes comme ça et tout, parce que tout simplement vous avez pris l'habitude de réussir à combler vos besoins avec cette personne, ou tout simplement vous avez pris l'habitude avec cette personne, et donc du coup maintenant il n'y a plus rien, et c'est pour ça que c'est très chaud et très compliqué, ok? Et donc du coup, pour réussir en fait à sortir de cette phase-là, et ce que tu dois te dire en fait dans cette phase-là, c'est de te dire, ok, là je suis chamboulée, je suis en panique, j'ai ces espèces de vagues d'émotions où je sens que mon cœur il est vide, j'ai l'impression d'avoir un trou dans le cœur. Cette personne, elle me manque, mais d'une manière et d'une façon, mon gars, je peux même pas écrire, je peux même pas expliquer, tu vois. Euh, et ben en fait, il faut que tu te dises que c'est tout simplement toi qui es en train d'être en phase de redevenir sobre de cette personne. Toi qui réussis à te sortir de cette addiction avec cette personne, de cette habitude, etc. Et donc du coup, ce que tu dois faire maintenant, le challenge maintenant de la phase de sevrage, et le but c'est tout simplement apprendre à revivre sans cette personne. Apprendre à revivre tout simplement sans cette personne, c'est-à-dire apprendre à revivre en fait sans elle, apprendre à revivre tout simplement, par exemple si vous viviez ensemble et que vous vous êtes séparés, bah apprendre à rentrer, à vivre avec le fait que maintenant tu rentres dans un appartement vide, si par exemple tu ne vis pas avec elle, bah réussir à apprendre à vivre la vie sans avoir son texto du matin, réussir à vivre la vie sans avoir son appel après le travail ou à la pause entre midi et deux, euh, toutes ces habitudes en fait, c'est réussir à réapprendre la vie sans cette personne. Réussir par exemple à apprendre la vie sans aller voir ses réseaux sociaux, ce qu'elle fait, etc. Enfin bref, tout ça, c'est simplement la phase de sevrage. C'est toi qui apprends à vivre sans cette personne. C'est très compliqué, mais avec la discipline, je te jure que tu peux réussir à le faire. Et l'astuce, déjà, c'est de savoir déjà que ce que tu es en train de vivre, et de réussir en fait à trouver autre chose qui t'occupe, qui te distrait. Moi par exemple, j'ai beaucoup utilisé, j'utilise beaucoup par exemple les spectacles d'humour parce que j'adore l'humour, j'adore rigoler et tout. Et voilà, je regarde des spectacles et tout, et vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé, et c'est des choses qui manquent en fait. Et donc du coup, quand j'ai cette crise et tout de cette personne, déjà j'ouvre mon cœur et je me laisse en fait, si tu veux, ressentir l'amour que j'ai pour elle. Parce que même si on s'est séparés, même si on se parle plus et tout, il n'empêche que je l'aime encore, tu vois, j'aime encore beaucoup cette personne, j'ai encore beaucoup d'émotions et un attachement pour cette personne, et elle me manque, tu vois. Moi ça fait déjà depuis quelques semaines, je crois 2 semaines, un truc comme ça, 2 semaines et demie, enfin bref, depuis quelques temps que je regarde plus ce qu'elle fait, au début c'était chaud frère, c'était difficile gars, c'était difficile de ouf, mais j'ai compris que j'ai réussi à trouver, si tu veux, la paix et mon salut en m'autorisant à ouvrir mon cœur dans ces moments où elle me manque de ouf. Parfois je me dis mais ça se trouve c'est sa peine à lui en fait que je ressens, ou son manque à lui que je ressens, tu vois. Maybe I pick up on his emotions, on his yearning girl, I don't know, tu vois. Mais quand c'est ça en fait, je me permets de ressentir mes émotions, et j'essaie de me rappeler son visage, tu vois, parce que avec le temps qui passe, bah, son visage quelque part il s'est un petit peu, c'est pas qu'il s'est effacé, mais il est moins vif en fait qu'avant, parce que justement j'ai été super stricte et j'étais vraiment dans une discipline où je me suis dit Sarah non, tu arrêtes de regarder ce qu'il fait, faut que tu l'oublies, faut que tu te détaches et tout. Et en fait, quand c'est dans ces moments-là, je me permets en fait d'être plus fragile, je suis plus émotionnelle, je suis plus douce avec moi, et je me dis bon, je m'autorise, tu vois, devant un film avec un thé, avec mon petit plaid, avec mon pilou-pilou et tout, je me dis bon, je me rappelle de son visage, je me rappelle de ses yeux, je me rappelle des choses qui fait que j'ai aimé cette personne, et les raisons qui fait que j'ai aimé cette personne et tout, et en fait je me permets tout simplement de ressentir l'amour que j'ai pour elle, tout simplement parce que c'est ce qui m'aide, tu vois, dans les périodes de sevrage. euh, Vaut mieux que tu permets de te réconforter et réconforter ton cœur en te remémorant son visage et cette personne, mais en ayant beaucoup de distance, tu sais pas ce qu'elle fait sur ses réseaux sociaux, tu l'appelles pas, tu lui envoies pas de messages, etc. Plutôt que justement tu lui envoies des messages, que tu ailles voir ses réseaux sociaux, etc. Et que là, tac, tu déchires les points de suture ou le pansement que tu as réussi à mettre sur ta plaie, et que là, tu vas voir qu'elle est heureuse, qu'elle parle avec je sais pas qui, enfin bref, tu vas déchirer ton pansement et te faire encore plus de mal, ok?
Donc c'est ça, la phase de sevrage. Alors c'était un peu plus approximatif, hein, mais c'est parti pour la quatrième phase, ok? La quatrième étape, c'est tout simplement la colère. Alors, premièrement, déjà, je m'excuse parce qu'il y a une machine à laver qui est en train d'être lancée, hein, d'accord, qui a été lancée, donc désolé pour le bruit, hein, bref. La quatrième étape, c'est tout simplement la colère. Alors, la colère. La colère, c'est tout simplement toi qui vas te mettre en colère parce que tout simplement, voilà, t'es en colère. T'es en colère parce que c'est fini. T'es en colère parce qu'elle t'a trompé. T'es en colère parce que X ou Y raison, d'accord? T'es en colère pour les raisons que t'as. Et en fait, je veux que tu saches que la colère, c'est tout simplement, en fait, sain, dans ce sens où, en ce sens, pardon, où c'est l'expression, en fait, de ta peine, mais de façon extérieure et externe. Et dans cette phase, en fait, si tu veux, t'en veux au monde entier. En fait, si tu veux, la colère, faut pas que tu essayes de la comprendre, faut pas que tu essayes de la rationaliser, faut pas que tu essayes de dire ouais, oui, mais attends, peut-être que j'ai pas le droit de me mettre en colère parce qu'il lui aussi il a le droit de faire ci, mais après il ça, mais après elle, non. La phase de la colère, c'est totalement sain et c'est totalement normal, d'accord? Il faut que tu te permettes de ressentir cette colère. Elle est légitime. Il faut que tu saches que c'est bête, c'est méchant et tu peux en fait vraiment, si tu veux, c'est vraiment toi qui, sans peut-être même avoir, c'est pas que t'as pas de raison, mais si tu veux, sans vraiment avoir véritablement, tu vois, genre de vraies explications, de vraies justifications, c'est juste toi qui es énervé, qui est en colère. T'es en colère parce que c'est fini. T'es en colère parce qu'elle t'a abandonné. T'es en colère parce qu'il a refait sa vie. T'es en colère pour X, Y raison. La raison pour laquelle t'es en colère. Et je veux que tu saches que c'est sain, c'est normal. Et il faut que tu laisses cette colère s'exprimer. Mais attention, ne mets pas ta colère en fait sur tout le monde. Parce que c'est justement le travers en fait de cette période. Parce que c'est justement en fait la période où et bien tout simplement, on a tendance à mettre tous ses nerfs sur ses proches. On veut voir personne, on veut parler à personne. Nos collègues de bureau, de travail, on a envie de les frapper, frère, tu vois. On se sent pas bien en fait, on est juste en colère. On en veut à la terre entière et on est très irritable. C'est comme si en fait on était une espèce d'allumette qui demandait qu'à être allumée. Et à peine tu frottes et ça explose et ça s'allume, tu vois. Donc là, l'étape de la colère, c'est juste toi qui es en colère. Qui est en colère pour X ou Y raison. C'est pas justifié. C'est pas que c'est pas justifié, mais t'as pas besoin de faire un effort, oui, mais quelle est la véritable raison de ma colère? Mais pourquoi? Postillon. Mais pourquoi? Nanana. Non, cherche pas à essayer de comprendre et tout. T'es en colère, sois en colère. T'as été blessé, ça a été douloureux, t'as mal, tu peux être en colère. Mais attention, juste ne pas cette colère contre les autres, d'accord? Et voilà. Et en fait, par exemple, si tu veux un exemple dans la pop culture, par exemple, c'est Beyoncé, quand elle a fait son album Limonade, après avoir été trompée par Jay-Z, tu vois, elle a fait, elle-même, ça c'est extraordinaire parce qu'elle a fait justement cette étape enfin, cet album où elle parlait de toutes ces étapes du deuil, ok, et donc du pardon, et du coup, dans la musique, dans Hurt Yourself, on sent vraiment, tu vois, sa colère. Et elle dit par exemple, you do this shit again, you're gonna lose your wife, tu vois, des trucs comme ça. Bref, on sent vraiment la colère et il faut que tu l'exprimes parce que c'est tout simplement toi qui as de la douleur, d'accord? Parce que et mieux vaut que ça soit ça plutôt que toi qui intériorise et qui met toutes ces colères contre toi, d'accord? La cinquième étape, c'est le marchandage ou la négociation. C'est-à-dire, c'est toi qui va essayer, en fait, après toutes les différentes étapes précédentes, c'est toi qui va essayer de voir s'il n'y a pas encore espoir. C'est toi qui va dire, attends, mais peut-être si on parle, si on essaie d'arranger les choses, si je lui dis que je vais changer, si je lui dis, bon, ok, d'accord, j'accepte qu'on aille voir un thérapeute, qu'on aille voir un psychologue, ou d'accord, ok, j'arrête d'aller voir ces filles, ou j'arrête X ou Y, enfin bref, la raison pour laquelle de base on s'est embrouillé, et ben en fait c'est toi qui utilises quoi que ce soit pour pouvoir en fait réallumer la flamme, te faire pardonner et faire en sorte que la relation en fait elle existe à nouveau, d'accord? Désolée, je suis un petit peu perturbée par le soleil en fait, le soleil qui me fait là je suis sombre, là je suis claire, ok, pas de souci, bref. C'est toi qui es tout simplement en train de négocier comme tu peux pour faire en sorte que ça ne se termine pas en fait. Et tu sais, par exemple, la dernière fois j'avais réfléchi un petit peu à ce sujet et si tu veux,
L'étape, en fait pour moi l'étape de la négociation du marchandage, c'est tout simplement c'est toi qui es dans le sas final. C'est-à-dire tu es juste devant la porte d'entrée où tu vois, où tu vas vraiment ouvrir la porte, tu as tes valises à côté et c'est comme si en fait tu étais en train t'étais devant la porte de la fin de votre relation pour vraiment sortir de votre relation. Mais sauf que la phase de marchandage, c'est toi qui, la main sur la poignée, avec les valises à côté, tu te retournes et tu regardes en arrière et tu dis, t'es sûr que c'est pas fini? Non mais attends, viens on parle. Non mais parce que vraiment là, si je pars quoi. Non mais si c'est fini, tu vois. Et en fait, c'est toi qui vraiment te rends compte que si tu pars, si vraiment t'acceptes et que tu dis là la prochaine étape, si vraiment, en fait tu sais que euh, la prochaine étape, c'est sombrer, c'est couler. Parce que justement, la prochaine étape, je ne vais pas spoiler, mais c'est justement après ça, c'est la dépression, c'est sombrer, ok? Donc bref, c'est toi qui sais que c'est ton dernier espoir. C'est essayer, en fait, c'est une tentative d'avoir une énième chance, d'accord? Donc du coup, tu vas essayer, il ou elle, en fait, va essayer de tout faire, ou tu vas essayer de tout faire pour reconquérir l'autre personne. Tu vas essayer de lui envoyer des messages, des appels, tu vas lui dire, je t'en supplie, je te promets, je ne referai plus, ou je serai pas ça, enfin bref. C'est toi, en fait, qui essaye de tout simplement reconquérir la personne, parce que c'est, si tu veux, ta dernière tentative pour redonner un nouveau souffle à la relation, d'accord? Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Bah honnêtement, si tu veux, parfois tu sais, faut lâcher les choses partir. Et surtout quand tu sais que c'est une relation qui est pas bonne, ou si tu sais que c'est une relation dans laquelle bah, l'autre tout simplement n'est plus heureux. Perso, je te conseille d'essayer de lutter au maximum en fait pour justement ne pas en fait essayer d'aller reconquérir l'autre. Tu vois, garde un soupçon de dignité. Oh nul là. Putain, mais alors elle va tout faire aujourd'hui. Garde un soupçon de dignité. Et si il te manque et tout, écris dans un journal, mais va pas essayer de lui envoyer un message ou je sais pas quoi, tu vois. Laisse tranquille et avance de ton côté. Ok. La cinquième phase, qui est pour moi la plus dure, c'est celle de la dépression. Alors désolé s'il y a moins de luminosité déjà, mais j'ai dû tirer le rideau parce que tout simplement le soleil est au zénith et du coup je voulais pas que ça m'éblouisse. Bref. La cinquième étape, c'est tout simplement la dépression. La dépression, si tu veux, c'est pour moi la phase la plus importante, la phase la plus cruciale, ce sera la plus longue, ce sera la plus douloureuse, mais quelque part c'est là pour moi où tout se joue, où tout se fait. C'est là, si tu veux, où tu commences véritablement à accepter qu'avec cette personne, c'est terminé. Qu'entre toi et cette personne, c'est terminé, en ce sens où c'est pas l'acceptation pure, comme on verra à la fin. Mais c'est tout simplement toi qui acceptes de ressentir la douleur. D'accord? C'est toi, comme il l'a dit Marcel Bernier, c'est toi qui en fait accepte de ressentir la douleur qu'effectivement, ok, c'est terminé, c'est fini. Et pour moi, en fait, la douleur, c'est une sorte d'acceptation, comme elle l'a dit Elisabeth Kubler-Ross. C'est une sorte d'acceptation parce que c'est toi qui te permet en fait de ressentir la peine. En fait, si tu veux, tu permets à la peine que tu ressens à l'intérieur de toi, tu la laisses s'exprimer, s'extérioriser en fait à l'extérieur, tu vois. Par exemple, quand tu restes au lit, cloué au lit, tu peux pas bouger, t'as pas envie de bouger, t'as pas envie de sortir, t'as pas envie d'aller au travail, t'as pas envie d'aller à tes cours, t'as pas envie parfois malheureusement de manger, t'as pas envie de voir les gens, t'as juste une envie, c'est de rester cloué au lit, de rester chez toi et de parler avec personne, de voir personne. Tout ce que tu veux, c'est juste rester dans ton coin, dans ton lit, en miettes, en morceaux, en débris, à regarder quelque chose qui te fait du bien, quelque chose qui vraiment t'apaise, te fait vraiment du bien, comme une série et tout. Et tout simplement, tu laisses cette douleur en fait jaillir de l'intérieur de toi. Et pour moi, en fait, c'est la phase la plus importante parce que, si tu veux, c'est tout ce que tu as refusé d'accepter, d'accepter de ressentir jusque-là. Par exemple, dans la phase du déni, en fait, dans la phase de l'état de choc et du déni, tu savais en fait que c'était exactement tout ce que tu ressens pendant la phase de dépression, le raz-de-marée en fait de la phase de dépression. En fait, c'est ça que tu essayais de fuir dans la phase de l'état de choc et du déni. Et maintenant, bah, c'est tout simplement la dépression, c'est toi qui acceptes de laisser le tsunami, de laisser le raz-de-marée, en fait,
venir sur toi. C'est comme si en fait tu te tenais face à un raz-de-marée, face à un tsunami, une grande vague d'émotions comme ça, et tu sais que tu vas te faire torpiller, tu sais que tu vas écraser, que tu sais que tu vas être complètement inondé et submergé en fait sous les émotions, sous la douleur, sur la souffrance. Mais tu dis, ok, d'accord, c'est difficile, c'est dur, mais maintenant, je suis sortie du déni, j'ai accepté de voir la réalité en face. Et la réalité en face, c'est que je souffre énormément. Et maintenant, j'accepte de ressentir la souffrance. Et pour moi, en fait, c'est une étape cruciale parce que c'est toi, en fait, qui accepte de ressentir la souffrance. Et quelque part, bah, c'est toi qui commences à accepter que c'est la fin et qui commence à te guérir. Parce que tout simplement, tout ce que tu fuyais jusque-là, si tu veux, en fait, c'est la souffrance que tu vas expérimenter et que tu expérimentes pendant la phase de dépression, c'est le prix que tu as à payer pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Tu as besoin de rester dans ces jours où tu ne veux pas bouger, où tu ne veux pas sortir, où tu ressens que de la peine, etc. pour enfin pouvoir sortir, pour enfin pouvoir passer à autre chose. D'accord? Mais surtout, pourquoi? Est-ce que c'est extrêmement important? Là, on va s'appuyer sur les trucs scientifiques. Et bien en fait, c'est tout simplement, comme l'a dit Montbourquette, qui a été cité par Marcel Bernier, c'est tout simplement en fait que dans la phase de dépression, tu laisses, si tu veux, tu soulages les liens biologiques et physiologiques, enfin les liens en tout cas, voilà, biologiques, physiologiques, physiques, enfin, ouais, les liens d'attachement en fait que tu avais avec cette personne, et tu les laisses en fait s'exprimer. Parce que tout l'amour que tu as eu pour une personne, tous les sentiments que tu as eu pour une personne, euh, toute la vision, etc., de vie, etc., que tu as eu avec cette personne, les souvenirs et tout, ils étaient là. Et quelque part, il va falloir en fait les ressentir, il va falloir les laisser s'exprimer pour pouvoir en fait les soulager. Tu as besoin en fait, si tu veux, de ressentir la peine et de raviver, si tu veux, la douleur, de ressentir la peine de chaque souvenir, de chaque, pas chaque émotion, mais oui, chaque souvenir, etc., chaque chose qui est en rapport à cette personne ou à cette relation. Et c'est comme ça en fait que tu vas réussir à faire ton deuil parce que c'est là où, si tu veux, tu penses tes blessures, tout simplement. Et c'est extrêmement important parce que, oui, voilà, c'est toi qui acceptes de ressentir cette douleur et cette peine. Tu sais que pour passer à autre chose, il faut que tu souffres. Faire le deuil, c'est souffrir. Et ben, maintenant, tu acceptes de souffrir. Et ça va être une période qui va être assez compliquée, qui va être assez difficile, parce que ça va être dur, parce que ça va être chaud, parce que tu vas littéralement sentir ton cœur se briser, tu vas avoir mal au ventre. Si tu es quelqu'un qui malheureusement a tendance à être très dur avec toi-même, tu vas rester te morfondre au lit, tu auras des idées noires, tu diras pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi est-ce que j'ai rencontré cette personne, pourquoi est-ce que j'ai laissé se foutre de ma gueule, ou j'ai laissé cette meuf se foutre de ma gueule, enfin bref. Tu vas en fait véritablement remuer le couteau dans la plaie, d'accord? Et dans cette phase de dépression, honnêtement, à part du temps et de la patience et te laisser ressentir cette douleur, bah c'est tout ce que tu peux faire. Et c'est tout ce que j'ai à dire parce que c'est tout un travail interne. Si tu veux, ressens la douleur à l'intérieur de toi, tu sais exactement ce qu'il faut faire, mais si tu veux, c'est cette phase où tu acceptes en fait de rester dans ton lit, d'être sous la couette, de manger du chocolat, de manger des glaces, de commander des sushis et tout, et vraiment tu acceptes la douleur, tu acceptes le prix à payer, tu acceptes de souffrir la mort de cette personne. Quelque part, l'acceptation pour moi, c'est une acceptation prémature ou une pré-acceptation de l'acceptation qu'on verra plus tard. Mais en tout cas, c'est tout simplement toi qui acceptes qu'effectivement, ok, avec la personne, c'est mort, du moins, waouh, que la mort en fait de la relation avec cette personne ou de l'amour avec cette personne, et tu commences tout simplement ton deuil. Et il faut maintenant que tu sois doux ou douce avec toi, et tout simplement que tu acceptes de passer cette phase qui est difficile et de te laisser chambouler et tourner à droite à gauche, être balancé à droite à gauche, dos en bas, etc. Dans la tornade euh, voilà, toutes ces émotions en rapport à cette personne. Ok? Courage, tu peux le faire, je te jure. La 7e étape du deuil, c'est l'acceptation. C'est tout simplement lorsque tu acceptes qu'effectivement, bah, entre toi et cette personne, c'est véritablement fini et que tu ne la verras plus, tu ne lui parleras plus. Et
ouais, tu n'auras plus jamais rien en fait avec elle, avec cette personne et ça à tout jamais. C'est tout simplement en fait toi qui acceptes, après avoir passé énormément de douleur et de souffrance dans la phase de la dépression, c'est toi qui acceptes que bah, tu peux vivre sans cette personne. Certes, c'est une personne que tu as aimée, certes, ça a été douloureux, tu vois, de la laisser partir, etc. Mais tu te rends compte en fait que bah tu peux vivre sans cette personne, ou du moins tu dois accepter de pouvoir vivre sans cette personne. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, dans la phase d'acceptation, c'est toi qui arrêtes de te battre. C'est toi qui arrêtes de te débattre. C'est toi qui arrêtes de te débattre, en fait, contre le courant, par exemple, qui est tout simplement euh, euh, le tourbillon, la tempête, la tornade, en fait, qui est cette rupture. Qui était, par exemple, ouais, qui est cette rupture. Dans l'acceptation, en fait, c'est toi qui acceptes, ok, d'accord, c'est fini et je peux plus rien faire. Je peux plus lui parler, ou du moins, peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, c'est terminé. C'est toi, en fait, qui as pleuré toutes tes larmes. C'est toi qui t'es battu autant que tu peux. C'est toi qui as véritablement tout fait pour que ça marche et ça marche pas. C'est toi qui as souffert toute la souffrance que tu pouvais souffrir, d'accord, sur ton espèce de demi-lit de mort qui était celui de la dépression. C'est vraiment toi en fait qui accepte d'arrêter de te battre. Tout simplement parce que tu sais et tu comprends qu'avec cette personne, c'est véritablement fini. Soit elle ne veut pas faire en sorte que les choses marchent, soit elle n'est pas intéressée, soit elle a refait sa vie, ou tout simplement, soit parce que, voilà quoi, peu importe. L'acceptation, c'est toi qui arrêtes de te battre parce que tu comprends qu'il faut que tu arrêtes de te battre. Que tu comprends que, retenir cette personne, garder l'espoir et vouloir continuer à te battre, en fait, c'est tout simplement toi qui te fais du mal. Tu comprends que de rester dans la phase de la dépression, de rester ouais, dans la phase de la dépression, ça te fait juste du mal, en fait. Tu restes sur ton lit, tu t'enfonces un couteau, tu remues le couteau dans la plaie, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert à rien, en fait. Et surtout, tu te rends compte que ça ne fera pas revenir cette personne et ça ne fera pas en sorte que vous serez ensemble. Et tu te rends compte qu'en fait, tout simplement, bah, tu peux plus rien faire. Que tu as fait tout ce que tu avais fait, tout ce que tu avais vraiment à faire. Que tu as souffert tout ce que tu as souffert, tu as pleuré tout ce que tu as pleuré. Peut-être tu as essayé de la convaincre ou le convaincre et ça n'a pas marché. Enfin bref. Dans l'acceptation, c'est toi qui arrêtes de te battre parce que tout simplement, tu te rends compte que ça n'en vaut pas la peine ou que ça n'en vaut plus la peine. Et que surtout, ça te fait surtout plus de mal qu'autre chose. Et tu dis, ok, c'est bon, maintenant j'arrête de me battre. Parce que dans la phase de la dépression, tu te bats. Ou du moins, c'est pas que tu te bats, mais dans la phase de la dépression, c'est toi qui activement te laisses continuer de souffrir parce que tu sais que il n'y a plus cette personne et qu'elle te manque et que t'as pas envie et bref, t'en souffres en fait. Et dans la phase d'acceptation, c'est toi qui dis ok d'accord je l'aime, ok d'accord je souffre, ok elle me manque et tout, mais maintenant je vais arrêter de me faire mal, je vais arrêter de me faire souffrir, je vais arrêter entre guillemets de me battre, de me débattre, en ce sens où maintenant je vais arrêter. Je vais arrêter de me concentrer sur lui, je vais arrêter de me concentrer sur elle, je vais arrêter de rester sur mon lit de mort à déprimer. J'en peux plus, j'ai atteint en fait le fond et maintenant je peux que remonter à la surface. Et c'est donc toi qui vas tout simplement à l'intérieur de toi trouver un point où tu vas en avoir marre et où tout simplement tu vas recommencer à revenir à la surface. Tu vas plus vouloir te concentrer ou donner de l'énergie sur cette relation, sur ses souvenirs, sur la dépression par rapport à ça, etc. etc. C'est toi qui vas vouloir te lever de ton lit, voilà, faire ton lit, remettre ta maison bien et tout, euh, prendre une douche, prendre un bon déjeuner, t'habiller, te maquiller, etc. Et commencer tout simplement à te faire du bien et à revivre en fait, à refaire des choses qui te font du bien. L'acceptation, c'est tout simplement accepter, c'est tout simplement arrêter de donner de l'énergie à cette personne ou à cette relation. Parce que tu te rends compte que c'est un trou noir, que c'est un vortex, que ça sert à rien. Être dans la dépression, rester cloué au sol et cloué dans ton lit, c'est juste toi qui remue le couteau dans la plaie. Mais ça fait rien du tout. Et tout simplement, dans l'acceptation, c'est toi qui acceptes de lâcher le couteau. Que tu remues à l'intérieur de ta plaie. C'est toi qui arrêtes de vouloir ressasser ses souvenirs, etc. C'est toi qui arrêtes de vouloir rester
dans ta misère et, euh, et oui, et juste te faire et ressasser et te faire du mal, etc. C'est toi qui arrêtes de donner de l'énergie à cette chose ou à cette relation ou à cette personne, que ce soit directement ou indirectement, tu sais, à travers les souvenirs et tout. C'est toi qui acceptes. Tu dis ok d'accord, c'est fini. J'ai souffert le martyr, mais maintenant, ça suffit. Je reste plus dans mon lit. Je me lève, je me maquille, etc. Je reprends goût à la vie. Je vais sortir dehors, je vais aller au restaurant, je vais passer du temps avec mes amis, ma famille, tout ça. Enfin bref, c'est tout simplement toi qui acceptes que bah maintenant il faut que tu arrêtes de te débattre. Il faut que tu arrêtes de te battre et tout simplement il faut que tu reprennes goût à la vie, tout simplement. Donc voilà. Honnêtement, je suis désolée, j'ai pas vraiment beaucoup d'explications. Surtout j'ai oublié mes notes chez ma mère, mais bref, tout ça pour dire, c'est tout simplement toi qui arrêtes de te débattre, toi qui arrêtes de te battre et toi qui acceptes que tout simplement, eh ben c'est fini. Ça a été dur, mais que tu peux plus rien faire et maintenant il faut tout simplement revivre. Ok. La huitième et dernière étape, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire que c'est toi, je pense, qui après avoir accepté en fait que voilà, c'était fini, ou du moins après avoir été te débattre, etc. Et d'avoir compris que tu pouvais vivre sans cette personne, ou du moins tu commences tout petit à petit à l'accepter et à t'en rendre compte et à l'accepter de l'intérieur de toi, et ben c'est toi qui un jour te dis bon bah écoute c'est fini, maintenant je suis à la falaise. En fait pour moi dans le lâcher prise, et quand pour moi c'est vraiment la fin, voilà c'est la dernière étape du deuil, c'est vraiment en fait c'est comme si tu venais en fait au bord d'une falaise et que on te demandait maintenant de te jeter dans le vide, d'accord, dans l'inconnu. Et c'est toi qui lâches prise, c'est toi qui dis ok bon bah cette personne je la reverrai plus, je serai jamais avec elle, on sera plus jamais ensemble. Bah maintenant je lâche prise et je me laisse aller dans le vide, dans l'inconnu. Je lâche prise, j'accepte que maintenant cette personne ne soit pas dans ma vie, qu'elle ne soit plus jamais dans ma vie, qu'elle ne soit pas dans mon futur, et j'accepte, je lâche prise, je me jette en fait dans le vide, dans un nouveau futur sans cette personne. Et ça fait extrêmement peur, extrêmement mal, parce que tu te dis, mais putain, mais j'ai peur. Je vais être quoi sans cette personne? Je vais devenir quoi sans cette personne? Ou c'est véritablement fini, genre, si je lâche prise, bah c'est fini. Ça veut dire vraiment, elle et moi, c'est terminé, quoi. C'est fini, il n'y aura plus d'espoir, on se verra plus, on se reverra plus, on se parlera plus, enfin cette âme, son chemin dans ma vie, bah c'est terminé quoi. Genre je la reverrai plus, je ne recroiserai plus cette âme dans ma vie. Dans cette vie, dans ce monde qui est aussi vaste, je la recroiserai plus en fait. Et ça fait mal parce que c'est vraiment là où t'es mis face à toi-même, t'es au bord de la falaise et la vie te dit est-ce que t'acceptes de la laisser partir? Est-ce que t'acceptes que c'est bizarre mais la vie vous sépare à tout jamais? Si oui, jette-toi dans l'inconnu. Accepte et jette-toi dans l'inconnu. C'est vraiment toi qui dis à ton cœur dans la lâcher prise, c'est pas cette personne, j'ai peur du futur, j'ai peur que maintenant, bah, en disant oui, vraiment, cette personne, son espoir ou le fait qu'on soit ensemble, etc., c'est vraiment terminé. Et surtout, ce oui, ça veut dire que définitivement, cette personne ne sera plus jamais dans ma vie et ne fera jamais son retour dans ma vie. Et t'as peur, mais c'est toi qui dis à ton cœur, j'ai peur et elle me manque et je l'aime et putain, si vraiment ça tenait qu'à moi, j'aurais fait en sorte que j'aimerais qu'on fasse en sorte que ça marche, mais voilà quoi, ça marche pas donc bah maintenant j'accepte et je me jette dans le vide et j'accepte que bah elle et moi on soit pas ensemble, qu'on soit jamais ensemble et que ça soit pas elle et t'acceptes. Et t'as peur, ensuite tu te retrouves avec une boule au ventre parce que t'as peur de l'inconnu. T'as peur, tu te dis bon bah si c'est pas elle, c'est qui? Ça sera qui? Qu'est-ce qui se passe maintenant dans ma vie? Qu'est-ce que pas qu'est-ce que je vais devenir, mais bon bah écoute, ok, maintenant c'est quoi? Qu'est-ce qui va être dans le prochain chapitre de ma vie? Dans cette nouvelle vie, dans ces nouvelles habitudes sans cette personne? Qui sera le prochain amour? Enfin je sais pas, tu vois. C'est vraiment toi qui te rends compte, bon bah ça y est, c'est vraiment terminé quoi. C'est vraiment nouvelle vie, sans lui ou sans elle, sans son repère. Et ça fait peur, mais même si au fond de ton cœur, voilà, c'est dur et tout, accroche-toi et dis oui à la vie. Tu vois, dis oui
à l'inconnu. Même si ça fait peur, c'est pas grave. Jette-toi les pieds dedans et dis-toi que t'as rien à regretter. Si vraiment cette personne voulait faire en sorte que les choses marchent, elle serait déjà là. Elle ferait en sorte que ça marche, tu vois. Et toi, si tu l'aimes encore, jamais tu la rejetterais. Jamais tu lui aurais dit non, non, vas-y, j'ai pas envie de te voir. Non. D'accord? Donc quand tu es dans ce cas de figure, par exemple, comme le mien, où tu es encore attaché à la personne, tu as encore des émotions pour cette personne, tu l'aimes encore, et tu es juste dégoûté parce que tu dis, mais quel gâchis en fait. Tant d'amour et un si bel amour, et c'est dommage, et c'est con en fait, c'est bête et c'est stupide qu'on laisse cette belle chose partir en fumée, en feu, et que ça soit tant un gâchis. Mais si c'est dans ce cas de figure-là, je suis désolée, toi, tu as essayé de faire en sorte que ça marche pas. Bah, si la personne n'est pas là pour faire en sorte que ça marche, t'as rien à perdre, t'as rien à regretter, tu vois. Bref, là, je suis partie un petit peu dans un truc subjectif, mais bref. C'est dur, c'est chaud, mais accepte l'inconnu. Et, et saute. Et fais confiance à la vie que l'inconnu contient toujours beaucoup plus beau, ou du moins a toujours quelque chose de bon pour toi. Peut-être voire meilleur en général, tu vois. Donc bref, voilà mon topic sur le lâcher prise. Voilà, c'était my outtake, ok, mon résumé des différentes étapes du processus du deuil amoureux, d'accord, avec l'aide des ressources et des connaissances que j'ai pu accumuler. J'espère que c'est une vidéo qui t'a plu, j'espère que c'est une vidéo qui t'a aidé. D'accord, je mets en barre de description les livres que j'ai utilisés, donc les deux, et voilà les différentes articles, les différents articles exactement également qui m'ont aidé aussi. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas une vidéo qui va réussir à t'aider dans ton truc, mais et de la patience et du courage, et sois doux avec toi-même, et t'inquiète pas, le temps pense toutes les blessures, et ressens la douleur, ressens la souffrance, parce que même si c'est dur, quelque part elle est ta meilleure amie, tu vois, et elle finit toujours par t'apprendre quelque chose. Dernier mot également, euh, l'espoir et demeure toujours durant toutes les phases, d'accord? Tu peux être même dans l'acceptation, tu auras toujours dans ton cœur l'espoir que ça puisse reprendre, d'accord? Ou que les choses puissent s'arranger. Et ça, en fait, si tu veux, c'est un espèce de dernier souffle de l'étape du déni, qui agit dans les moments où tu ressouffres encore, où ton cœur, tu vois, par exemple, du jour, tiens, de nulle part, il recommence à souffrir. Donc, c'est normal, ne te fais pas du mal et ne t'en veux pas, d'accord, quand c'est le cas. Et puis, comme mot de la fin, écoute, si tu as besoin de plus d'aide, et si tu aimerais avoir quelqu'un à qui parler, etc., et tout, bah écoute, moi, je suis disponible sur mes réseaux sociaux, ok, plus sur Insta, parce que c'est là où on peut parler, tu vois. Et donc, du coup, si tu as besoin d'aide, de conseils, etc., dans la mesure du possible, sachant que voilà, je suis un peu beaucoup occupée en ce moment, bah écoute, moi je suis là si tu veux parler, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de conseils et tout. Et je te souhaite tout le courage du monde, toute la bonne guérison du monde. Et je sais que tu peux le faire. Voilà. Je te fais plein de bisous, bon courage et prends soin de toi. À d'autres vidéos, pour les prochains épisodes. Bisous. Salut.